Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Quel avenir pour les départements dans la nouvelle organisation territoriale voulue par François Hollande? Ceux qui sont rattachés à des grandes métropoles pourraient être supprimés. On parle des conséquences de cette annonce avec nos invités ce soir, l'UMP Philippe Dallier et le socialiste Stéphane Troussel, tous deux élus de la Seine-Saint-Denis. Le débat sur la fin de vie relancé après la décision du tribunal de Châlons-en-Champagne de refuser l'euthanasie passive de Vincent Lambert, un tétraplégique que ses médecins avaient décidé de ne plus alimenter pour le laisser mourir. Les sénateurs persistent et signent. Ils ont à nouveau rejeté dans la nuit de mercredi à jeudi la disposition interdisant le non-cumul des mandats. L'Assemblée nationale, qui a le dernier mot, devrait cependant rétablir la version initiale du gouvernement. Réduction des régions, mais aussi suppression des départements. Le gouvernement, décidé à traquer la dépense publique, s'attaque au millefeuille territorial. Objectif, en finir avec les doublons et les confusions de compétences. Les départements de la petite couronne parisienne pourraient ainsi disparaître au sein de la métropole du Grand Paris. Cécile Sixou. Eh bien moi je suis favorable à ce qu'on aille vers la suppression des départements de la première couronne. Les mots sont lâchés. Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis. Le Premier ministre souhaite la disparition de ces trois départements. Une annonce bien accueillie par le sénateur des Hauts-de-Seine, Philippe Kaltenbach, qui avait défendu cette idée lors du débat sur les métropoles. Je suis très heureux de cette position prise par le Premier ministre. On ne peut pas tout le temps rajouter de nouvelles couches de collectivités territoriales sans en supprimer d'autres qui n'apportent plus grand-chose aujourd'hui. Personnes âgées, petite enfance, RSA. Au contraire, pour certains sénateurs, fusionner les compétences des départements au sein de la métropole apporterait de la confusion. Je trouve extrêmement dommageable d'éloigner encore la politique sociale de nos concitoyens. On le sait que la proximité, bien évidemment, ce sont les communes, mais là, on nous parle de transférer ces compétences à la métropole. Donc c'est encore plus éloigné de nos concitoyens. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne chose. Même son de cloche chez les communistes qui voient cette disparition de la petite couronne d'un très mauvais œil. C'est un mouvement de reconcentration qui vise en fait à faire des économies. Derrière tout cela, ça sera évidemment moins de services publics, moins de services rendus à la population. Et c'est évidemment un coût très grave, je pense, aujourd'hui, à cette cohésion sociale que nous nous efforçons en tout cas de défendre dans les départements. Outre la petite couronne parisienne, le gouvernement semble vouloir supprimer les départements partout là où s'implanteront les futures métropoles. Marie-Lise Lebranchu a déjà promis des aides financières à ceux qui fusionneront. Et on parle de l'avenir des départements dans le débat de ce 24 heures Sénat à la fin de ce journal. Sans surprise, les sénateurs se sont à nouveau exclus du dispositif sur le non-cumul des mandats. Dans le texte qu'ils ont adopté hier soir, ils se réservent le droit de conserver un mandat de parlementaire avec un mandat d'exécutif local. Retour sur cette séance avec Marie Brémaud. 3 mois plus tard, on refait au Sénat le même match, l'enthousiasme, la fougue en moins. Le cumul des mandats, deuxième partie, même protagoniste. Face au sénateur, l'adversaire principal, Manuel Valls. Les mots du ministre de l'Intérieur n'ont pas changé. Nos concitoyens, je le crois, sont attachés à ce qui constitue une avancée pour nos institutions. Ils sont attachés à ce renforcement de notre démocratie qui est aussi, n'en doutons pas, un renforcement et de la place et du rôle de ces élus. La position des sénateurs n'a pas évolué non plus. Ils sont toujours majoritairement pour le cumul des mandats au nom de la représentation des collectivités territoriales. Ils sont toujours pour l'interdiction du cumul des indemnités. Et les élus de la Haute Assemblée se sentent toujours incompris. La presse n'ayant de cesse de donner de notre Assemblée l'image d'élus attachés à leurs privilèges. Le tribun, le plus farouche opposant au non-cumul, Jacques Mézard, n'a rien perdu de sa verve. Ses plus belles saillies visent encore et toujours Manuel Valls. En réalité, le message était et reste clair. Suicidez-vous ou nous vous exécutons. C'est donc vous, Monsieur le ministre, qui serez dans l'histoire parlementaire. Celui qui, après avoir mis en place le binôme départemental, aura fait de la Haute Assemblée une assemblée de seconde zone. Mes chers collègues, je vous demande de tenir bon. Les sénateurs ont tenu bon, ils se sont à nouveau exclus du dispositif du non-cumul. Désormais, l'Assemblée nationale a le dernier mot, mais certains sénateurs s'obstinent et veulent porter le texte devant le Conseil constitutionnel.
Et notre invité ce soir, Philippe Bas, bonsoir. Vous êtes sénateur UMP de la Manche et vous avez donc voté cet amendement présenté par Jacques Mézard qui exclut donc les sénateurs de ce dispositif sur le non-cumul des mandats. Vos arguments étaient les mêmes et ils n'ont toujours pas convaincu le ministre de l'Intérieur. Vous le regrettez à nouveau ce soir? D'abord, il faut être exact. Le Sénat ne s'exclut pas d'une réglementation restreignant les cumuls des mandats. Il faut rétablir la vérité sur ce point. Nous avons voté hier un texte qui rend beaucoup plus restrictif la réglementation actuelle. Le Sénat avait voté la loi sur la restriction des cumuls de 85, il a voté celle de 2000, en accord avec l'Assemblée nationale, avec des gouvernements de gauche. Il était prêt à voter de nouvelles restrictions, présidence de communauté de communes, vice-présidence de conseil général, et même mairie de petites communes, ce qui va en réalité très loin. Il a voté la gratuité de toute fonction exécutive locale exercée par un sénateur. Il était prêt aussi à appliquer ce même régime aux députés, en considérant qu'un député maire ou un sénateur maire, c'est une réalité républicaine plébiscitée par les Français, aussi utile aux communes qu'elle est utile au Parlement par l'apport d'une expérience enracinée dans la réalité des services aux citoyens. Par conséquent, après avoir entendu dans la présentation qui a été faite à l'instant, à plusieurs reprises répéter que le Sénat s'excluait, je m'inscris en faux contre cette interprétation parce qu'elle est inexacte. La volonté du Sénat est de limiter les cumuls pour qu'il n'y ait pas plus que l'exercice d'un mandat exécutif local qui soit autorisé par la loi pour les parlementaires, et s'il l'a voté pour les sénateurs, de non-recevoir de la part du gouvernement. S'il l'a voté pour les sénateurs et pas pour l'ensemble des parlementaires, c'est en raison de la volonté farouche et intransigeante du gouvernement qui souhaite passer en force de maintenir son texte sans rechercher d'accord au sein du Parlement. Et pour mettre le Sénat au pied du mur, ce qui pour nous est inacceptable et d'ailleurs contraire aux termes de la Constitution. Vous entendez continuer une bataille législative. Quels sont vos recours maintenant? Ah bien, nous allons voir ce que va faire l'Assemblée nationale. En vérité, il n'y a guère de doute sur ce qu'elle fera, mais nous considérons qu'à l'évidence, la Constitution qui a prévu qu'une loi organique ne peut pas être votée par l'Assemblée nationale seule quand elle concerne le Sénat, doit être respectée. Et puisqu'elle risque fort, la Constitution, d'être violée, et c'est un véritable déséquilibre entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui serait ainsi créé par la volonté du gouvernement, eh bien nous demanderons l'arbitrage du Conseil constitutionnel qui, de toute façon, je le dis pour nos téléspectateurs, s'agissant d'une loi organique, c'est-à-dire d'une loi très importante, est automatiquement appelé à se prononcer pour vérifier que cette loi organique respecte la Constitution. Et là, vous avez bon espoir d'avoir un avis en votre faveur de la part du Conseil constitutionnel? Ce que nous souhaitons, au fond, si le Conseil constitutionnel se prononce en ce sens, c'est que nous puissions reprendre la discussion sur des bases raisonnables, sans passer d'un extrême à l'autre. Nous sommes pour l'actualisation de la législation sur le cumul des mandats, nous sommes pour de nouvelles restrictions, nous sommes pour la gratuité obligatoire de tout mandat exercé par un parlementaire sur le plan local, et nous avons donc le sénateur, en l'occurrence, ne conserverait son indemnité de sénateur et il ne pourrait pas cumuler les autres indemnités. Oui, à la différence de n'importe quel maire qui a naturellement une indemnité de maire, nous considérons que l'indemnité parlementaire doit couvrir l'ensemble des fonctions électives de celui qui l'exerce. Un de vos arguments développés hier, c'était qu'en fait, le mandat local ne prend que 25% du temps d'un élu, et donc on peut cumuler les deux. Ça, visiblement, ça n'a pas convaincu le gouvernement. Non, mais je n'ai pas dit exactement ça, mais vous savez que le Code du travail et le statut de la fonction publique, quand un maire est fonctionnaire ou salarié, il a le droit de prendre sur son temps de travail 25% du temps. Donc notre législation actuelle, notre système politique repose sur cette idée qui me paraît discutable, qu'un mandat de maire ne doit pas prendre plus de 25% du temps professionnel. Ça correspond d'ailleurs à une réalité dans bien des cas, parce que c'est sur le temps personnel que ces mandats s'exécutent le plus. Les soirées, les samedis, les dimanches, moi je les vois tous les maires, ce sont des gens très dévoués, ils prennent sur leur temps personnel. Et
C'est d'ailleurs une chose que l'on pourrait dire aussi pour un parlementaire. Figurez-vous qu'un parlementaire qui rendrait le service parce qu'il est sollicité d'être maire d'une commune de 200 habitants n'aura plus le droit de le faire, alors que l'artisan qui travaille 70 heures par semaine, lui, continuera, ou le médecin, continuera à en avoir le droit. Il y a là 2 poids, 2 mesures que aucun objectif d'intérêt général ne justifie sérieusement. Philippe Bas, je voudrais vous faire réagir à un autre temps fort de l'actualité aujourd'hui. C'est la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de refuser l'euthanasie passive à Vincent Lambert. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, estime que la loi Leonetti ne suffit pas puisqu'il y a encore des ambiguïtés d'appréciation entre la famille, les médecins. Quelle est votre position sur cette question ? Alors c'est un sujet qu'on ne va pas traiter à la sauvette en 2 minutes. Quand je pense à cette question, elle porte pour moi des visages, comme beaucoup d'entre nous. C'est la question de la mort, c'est la question de la souffrance de la personne qui va mourir et aussi de son entourage qui est posé. Je considère pour ma part aujourd'hui que la France a une législation certainement parmi les plus avancées d'Europe et que le traitement des difficultés qui existent aujourd'hui ne relève pas de la loi. Il relève de l'accompagnement de la fin de vie et de la pleine application d'une loi qui permet déjà d'éviter l'acharnement thérapeutique et d'arrêter des traitements qui deviendraient inhumains s'ils étaient prolongés. Donc pour vous, la loi Leonetti est suffisante à l'heure actuelle? Elle est suffisante à condition qu'elle soit pleinement appliquée. Et je reconnais que ce n'est pas suffisamment le cas, mais que des événements comme ceux dont vous parlez permettent de donner l'alerte sur la nécessité d'aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement de cette fin de vie qui reste encore si souvent douloureuse. Merci beaucoup Philippe Bas d'avoir été notre invité ce soir. 6 gardes à vue dans l'enquête sur les soupçons d'achat de voix à Corbeil-Essonnes, dont celle de Jean-Pierre Bechter, le maire UMP de cette commune, ont été prolongées aujourd'hui. Ces personnes peuvent être déférées à la justice ou relâchées à l'issue de leur garde à vue qui a démarré mercredi et qui peut durer 48 heures. Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation, a dévoilé sa réforme de l'éducation prioritaire qui concerne actuellement 20% des élèves, avec comme ambition de donner les mêmes chances aux enfants des milieux défavorisés. On l'écoute. Aujourd'hui, il y a 37% d'écart en termes de maîtrise des compétences fondamentales entre un élève de l'éducation ordinaire et un élève des réseaux les plus durs. 37%. Et nous sommes fixés de réduire dans le quinquennat à 10%. Nous voulons, par l'incitation, faire que l'excellence revienne dans ces quartiers. Et c'est pour ça, excellence pédagogique, options, parcours d'éducation artistique et culturelle, de telle sorte que les parents n'y soient pas contraints, mais aient l'envie d'inscrire leurs enfants dans ces établissements. Le contrôle d'Internet relève-t-il des prérogatives du Conseil supérieur de l'audiovisuel? C'est le débat qui a agité le Sénat aujourd'hui à l'occasion d'une table ronde sur la régulation dans le domaine des technologies de l'information. Maxime Thuillier. Dans cette affaire, chacun tire la couverture à soi. D'abord, les responsables de la haute autorité chargée de la lutte contre le téléchargement illégal. Même avec des budgets sévèrement restreints, la présidente d'Hadopi veut conserver les prérogatives de l'institution, que le gouvernement voudrait rogner au profit du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Marie-Françoise Maret réaffirme l'utilité et l'indépendance de son organisation. Séparons bien les sujets. L'Hadopi n'est pas une porte d'entrée vers la régulation des contenus sur Internet. Je le dis simplement, mais très sincèrement. L'argument de l'évolution des technologies justifie peut-être une évolution des compétences du CSA. Il ne m'appartient pas d'en juger, mais il ne me semble pas pertinent pour justifier une fusion. Du côté du CSA, la vision est évidemment tout autre. Conscient du soutien du gouvernement, son nouveau président, Olivier Schremek, œuvre pour une extension des missions de sa propre institution. Le projet du gouvernement est de confier au CSA les missions de l'Hadopi. Et à nos yeux, ce projet présente une pertinence certaine. Le CSA pourrait donc voir son périmètre de compétences élargi, empiétant largement sur l'actuelle mission d'Hadopi. Un dossier au programme d'un futur projet de loi sur l'audiovisuel. Séance de questions cribles au Sénat cet après-midi sur l'avenir des élections prud'homales à la demande du groupe communiste qui plaide pour une meilleure organisation des élections prud'homales afin notamment de renforcer la participation des salariés et de simplifier le vote. Les prud'hommes, une institution méconnue pourtant saisie par des milliers d'employés chaque année et que nous fait découvrir Jérôme Rabier.
Derrière ces portes se joue souvent l'avenir financier d'entreprises et de salariés qui se sont séparés en mauvais termes. Et l'on rend ici la justice comme dans des tribunaux traditionnels, même si les magistrats ne sont pas professionnels. Les justiciables s'installent ici, bien sûr. Et puis le conseil est là-bas. Il y a toujours, on fait tout 2 par 2. En tout cas, toujours avec autant que d'employeurs. Et donc, il y a à chaque fois 2 représentants du collège employeur et 2 représentants du collège salarié. C'est l'essence même de cette institution. Les juges sont des représentants salariés et patronaux qui doivent se mettre d'accord. Et finalement, les relations patronat-syndicat sont moins passionnées que dans l'entreprise. Quels que soient les engagements personnels, salariés ou employeurs de chacun, je crois qu'il y a une conscience générale sur l'impact que peut avoir, soit sur la pérennité des entreprises, soit sur la sérénité, on va dire, du fonctionnement global dans l'entreprise et des salariés, impact que peuvent avoir les décisions qui sont prises au niveau du Conseil. Seuls 20% des dossiers ne permettent pas de dégager une majorité. Dans ce cas-là, un juge professionnel doit trancher. Méconnue, l'institution ne cesse pourtant de traiter de nombreux dossiers. Les prud'hommes à Paris, cette année, c'est presque 19 000 affaires nouvelles au fond. Les saisines se font la plupart du temps à l'occasion de la rupture du contrat et dans au moins 95% des cas, elles sont à l'initiative du salarié. Des salariés qui gagnent dans environ 2/3 des cas, même si les sommes obtenues peuvent être très éloignées de celles qui étaient réclamées. À partir de 2016, les représentants ne seront plus élus, mais désignés par les organisations syndicales et patronales en fonction de leur représentativité. Une petite révolution pour une institution unique au monde, héritée de Napoléon Ier. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Coup d'accélérateur dans la réforme territoriale. Après l'annonce par le chef de l'État de la réduction du nombre de régions hier, c'est au tour du Premier ministre Jean-Marc Ayrault de se déclarer favorable à la suppression des départements de la petite couronne parisienne. On l'écoute et on en parle avec nos invités juste après. On a besoin de métropoles, on vient de décider. Et autour des métropoles, il faut sûrement simplifier. Simplifier, par exemple, est-ce que dans les métropoles, il faut garder le département ? Le président de la République a évoqué ce sujet. Voilà un chantier. Eh bien, ça ne va pas se faire là aussi du jour au lendemain, mais il faut s'y attaquer à fond. Je prends la métropole de Paris, par exemple. Eh bien, moi, je suis favorable à ce qu'on aille vers la suppression des départements de la première couronne. Et nos invités ce soir, Philippe Dallier, bonsoir. Vous êtes sénateur UMP de la Seine-Saint-Denis. Avec nous également sur ce plateau, Stéphane Troussel, bonsoir. Vous êtes président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, président socialiste, je précise. Seine-Saint-Denis qui pourrait donc être concerné par cette fusion des départements de la petite couronne parisienne dans la métropole du Grand Paris. Stéphane Troussel, vous appelez quand même à la prudence. Vous dites qu'il ne faut pas brûler les étapes. Laissons s'installer la métropole du Grand Paris le Parlement vient tout juste de voter. Le Parlement a adopté la métropole du Grand Paris et moi j'ai apporté mon soutien à cette métropole du Grand Paris parce que je crois que c'est un outil, un moyen qui peut nous permettre justement d'en finir avec les inégalités au sein de Paris et de la première couronne parisienne. Et donc il faut maintenant la mettre sur pied. Il y a un peu de travail pour la réussir et donc il faut préparer la seconde étape. J'ai toujours imaginé qu'effectivement la seconde étape, ça serait vraisemblablement le rapprochement, la fusion, la suppression, disons les choses comme on veut, des départements. Non pas seulement de la petite couronne, la nuance est importante, de Paris et des 3 départements de la petite couronne. Philippe Dallier, vous êtes également d'accord avec ce coup d'accélérateur donné par le gouvernement sur la suppression de ces départements? Et je m'en réjouis, puisque j'avais rendu en avril 2008 un rapport pour l'Observatoire de la décentralisation du Sénat qui proposait justement la création de la métropole du Grand Paris en lieu et place des 4 départements de Paris et la Petite Couronne. Donc on a effectivement voté un texte en décembre qui crée la métropole mais qui conserve les départements, ce qui semble un peu une bizarrerie parce qu'à partir du moment où le périmètre est le même, il y a une logique très forte à ce qu'on crée cette métropole qui absorbera les départements. Bon, au mois de décembre, Marie-Lise Lebranchu m'avait répondu que c'était trop tôt puisque j'avais déposé un amendement pour aller dans ce sens-là. Le président de la République, dans ses vœux, a souhaité accélérer en matière économique et en matière de réforme administrative. Le Premier ministre embraye, je ne peux que m'en réjouir. Maintenant, je partage un peu l'avis de Stéphane Troussel. Il faudra effectivement
certainement procéder en 2 temps, la métropole au 1er janvier 2016, et dans une seconde étape, la plus rapprochée possible malgré tout, l'absorption des départements par la métropole. Stéphane Troussel, est-ce qu'il faut passer par une loi ou est-ce qu'un référendum? C'est ce que souhaitent d'ailleurs les sénateurs communistes, notamment Pierre Laurent. C'est une information à lire sur notre site internet publicsénat.fr. Écoutez, moi j'ai pas de tabou et aucun débat ne m'effraie. Ce que je ne supporte plus, c'est les inégalités territoriales, sociales, fiscales, financières entre nos départements de Paris et de la première couronne. Je vais vous donner quelques chiffres sans trop insister. Le taux de fiscalité sur le foncier bâti, il est de près de 15% en Seine-Saint-Denis. Il est de 7% dans les Hauts-de-Seine, de 5% dans Paris intramuros. On marche sur la tête, c'est-à-dire que parce que la Seine-Saint-Denis a moins de richesses et a moins de ressources, on est obligé de surfiscaliser les habitants qui sont les plus modestes. Et donc l'idée de cette métropole du Grand Paris, c'est de mutualiser les richesses, de mettre en commun un certain nombre de ressources pour essayer justement de rattraper un certain nombre de déséquilibres qui se sont développés et même qui ont été cristallisés par la création des départements de première couronne il y a 50 ans. Donc il n'y a plus de péréquation entre départements pauvres et départements riches si on crée cette entité mais alors. De la péréquation, il en existe déjà, mais tous les ans on y revient parce que on voit bien que les modèles ne sont au bout du compte que des cataplasmes sur une jambe de bois. Et puis, c'est pas seulement la question de la différence de richesse, elle est très importante cette question, mais c'est aussi la question de l'efficacité de nos politiques publiques. On a à gérer, à administrer une métropole qui fait 7 millions d'habitants, qui est à l'échelle du Grand Londres. Il n'y avait pas d'outil de gouvernance de cette métropole. Il y avait un empilement de structures, communes, interco, départements, régions. Certains voulaient rajouter la métropole là-dessus sans rien supprimer. C'était pas possible. Alors comment le faire? Pour revenir à votre question, oui. Le référendum. Il faut associer la population, parce que Ségolène Royal a réagi cet après-midi. Elle dit on a vu l'échec de la fusion des départements Bas-Rhin, Haut-Rhin en Alsace et on pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste. Finalement, les habitants ont dit non. Alors il faut quand même bien associer la population en amont. Je le pensais que ça passerait en Alsace et ça n'est pas passé. Ce sont des sujets d'une grande complexité technique. Et tous ceux qui y sont opposés, qui ne veulent rien lâcher, ou leur fauteuil, ou effectivement le trésor de guerre qu'ils ont en termes de fiscalité des entreprises, effectivement essayent de faire peur aux gens en leur disant vous allez perdre ci, vous allez perdre ça, vous allez perdre les services de proximité. Tout ça est très compliqué. Donc moi, je suis un parlementaire et un élu local. Je suis assez favorable au référendum en général, mais dans ce cas particulier, honnêtement, je crains effectivement que ça soit le meilleur moyen d'enterrer le dossier. Donc on est passé par la loi pour la métropole. Moi, je pense qu'il faudra passer par la loi, effectivement, pour l'absorption des départements par cette même métropole. Enfin, vous savez, moi j'entends bien la revendication d'un certain nombre d'élus, y compris de collègues qui sont désormais très favorables au référendum. Quand il y a eu la partition politico-administrative, et on sait très bien dans quel état d'esprit la création de nos départements dans les années 60 a été faite, les mêmes qui, issus des mêmes formations politiques, réclamaient pas à l'époque le référendum. Donc je crois que c'est effectivement un débat à la fois très complexe, très technique. Il faut bien évidemment y associer les habitants, mais il faut avoir surtout à l'esprit quelles sont les réponses qu'on veut apporter avec cet outil-là en termes de logement, d'emploi, d'éducation, de transport, d'environnement. Parce qu'on voit bien que l'Île-de-France aujourd'hui, et notamment le cœur de l'Île-de-France, ça ne marche plus, ça ne marche pas. Et dernière chose que je veux ajouter aussi, c'est que moi je suis favorable, je dis chiche au gouvernement si c'est pour renforcer l'égalité. Mais attention non plus à ne pas faire croire que on va régler d'un coup de baguette magique tous les problèmes. Moi, en Seine-Saint-Denis, on a 85 000 allocataires du RSA. Et donc, c'est pas seulement par d'un trait de plume en rayant le département. Ça fait partie justement des prérogatives actuelles du département. Et c'est pas seulement en rayant d'un trait de plume le département qu'ils vont trouver d'un coup d'un seul des emplois. Mais par contre, le fait que justement on s'attaque à ce qui empêche un développement plus harmonieux du cœur de l'Île-de-France, eh bien peut-être qu'on aura un développement économique peut-être un peu plus fort, un peu plus juste. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, Stéphane Troussel? Vous êtes président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Cette fonction va disparaître. C'est pour ça que certains élus sont inquiets de voir leurs prérogatives amputées, rognées. Mais écoutez, la question, c'est pas notre destin individuel, c'est pas nos fauteuils et nos places. C'est d'abord et avant tout de se dire et de se projeter quels sont les outils, les organisations. Tout le monde ne pense pas comme vous, ne raisonne pas comme vous. Oui, écoutez, peut-être que parce que je n'ai que 43 ans, donc, mais c'est quand même notre préoccupation. Ça doit être d'abord d'apporter les bonnes réponses aux questions qui sont posées à nos
nos habitants. Moi, oui, c'est insupportable qu'il y ait de tels écarts entre la situation de la Seine-Saint-Denis, la situation de Paris et des Hauts-de-Seine. Je vous ai cité les taux de fiscalité, je pourrais vous citer ce que ça veut dire en termes de ressources et donc ce que du coup nous sommes capables de faire au Conseil général et ce qu'est capable de faire mon collègue de Paris ou des Hauts-de-Seine. Et donc la mutualisation de ces ressources et de ces dépenses nous permettra d'agir plus efficacement. Philippe Dallier. Faire le Grand Paris, c'est l'intérêt national, parce que Paris c'est une ville-monde, il faut qu'elle rivalise avec les grandes métropoles mondiales. C'est l'intérêt de tous ceux qui habitent la zone dense. Construire la métropole, ça veut dire assurer la même qualité de service public à tous les habitants de cette métropole. Effectivement, et ça, c'est possible parce qu'il y a des inégalités de territoire quand même. C'est possible. En tous les cas, ça ne se fera pas en claquant dans les doigts, bien évidemment, mais en créant cette métropole, en mutualisant la richesse venue effectivement du monde économique pour financer les grandes politiques publiques, le logement, l'urbanisme, les dépenses sociales, mais aussi le développement économique, on sera plus efficace. Et c'est ce que nous demandent nos concitoyens. Et puis n'oublions pas une chose, notre pays a un besoin urgent de trouver plus de compétitivité pour ces entreprises, mais de faire aussi des économies pour financer cette compétitivité. Il faut être donc plus efficace sur les politiques publiques. L'idée n'est pas de faire des économies et de rabaisser les services publics. L'idée, c'est de conserver la qualité des services publics, mais que ça coûte moins cher en étant plus efficace, et c'est possible. Le tout, c'est qu'on ne soit pas dans un débat stérile droite-gauche, ou alors je veux garder mon fauteuil, ou je veux garder ma cagnotte. L'idée, c'est de voir tous ensemble comment, effectivement, on peut atteindre ces objectifs, et c'est bien l'intérêt national et l'intérêt de Paris au sens large. Stéphane Troussel, est-ce qu'on ne va pas quand même créer une espèce de monstre institutionnel avec cette densité de population qui va concentrer tous les pouvoirs? Très bien, mais vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, quand on a la commune, à Paris, les arrondissements, la commune, les intercommunalités, le département, la métropole que nous sommes en train de construire, la région, vous ne croyez pas que pour nos concitoyens, il y a une interrogation sur qui fait quoi, qui est chargé de quoi, qui finance quoi, à quoi ça sert tout ça? Donc moi j'ai toujours pensé qu'à partir du moment où on se disait oui, il y a une spécificité de la zone dense de l'Île-de-France, que forcément la question de l'organisation administrative au sein de cette zone dense se poserait. On apprend à l'instant, bien que Claudie Le Breton, qui préside l'ADF, l'Association des départements de France, met en garde contre quand même trop de précipitations sur cette question. Écoutez, c'est un peu le problème de toutes ces associations d'élus. L'Association des régions de France défend les régions de France, il ne faut pas en supprimer. L'Association des départements défend les départements. L'Association des intercos défend les intercos. L'Association des maires défend les maires. Nous sommes des parlementaires et nous sommes tous des Français. Ce pays est confronté à une grave difficultés avec des déficits publics accrus. Il faut arriver à régler tout cela. C'est l'intérêt de la nation. Il faut que nos concitoyens le comprennent et qu'ils disent aussi à leurs élus, écoutez, arrêtez de vous regarder le nombril, regardez les problèmes que vous avez à traiter et sortez le pays de l'ornière dans laquelle il est. Stéphane Troussel. Moi j'ai dit vous aussi, que vous êtes d'accord, je n'ai ni tabou, je dis chi, je n'ai pas de tabou, mais en même temps il faut être clair, on ne va pas claquer dans les doigts comme ça pour mettre en place cette métropole. Il y a un certain nombre de questions qui doivent être réglées, des questions y compris qui se posent à nous dans notre responsabilité d'élu local, à la tête de collectivité, vis-à-vis par exemple des agents qui assument un certain nombre de missions. Il y a y compris aujourd'hui des inégalités très fortes entre la situation des agents de la ville de Paris, de leur avenir bien sûr, des agents de la ville de Paris et des agents du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Les situations ne sont pas les mêmes et donc Claudie Le Breton attire l'attention sur un certain nombre de difficultés techniques qu'il faut traiter. Donc moi je pense qu'il y a une mission de préfiguration aujourd'hui qui va être co-présidée. Oui, c'est court, il faut y aller. Oui, c'est à la fois court, 2 années. Vous savez, quand les départements de la région Île-de-France ont été créés en 64, je crois que c'est la loi du 10 juillet 64, il me semble que les conseils généraux se sont réunis pour la première fois en tant que tels en 67. Ça a mis 3 ans. Bon, on n'est pas obligé de se fixer ça comme objectif, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un certain nombre de questions qu'il va falloir traiter, y compris même la loi qui vient d'être adoptée, a laissé un peu en jachère. Et donc, il y a du boulot, il faut se retrousser les manches dès maintenant pour le réussir. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été nos invités. On a posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com. Eh bien, seriez-vous favorable à la suppression de votre département? Les internautes ont répondu oui à 51%, non à 43%. Sur 335 votants, 6% ne se prononceront pas sur cette question. Merci encore d'avoir été nos invités. C'est la fin de cette édition. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à bientôt sur Public Sénat.
Moi, président de la République, je ne m'occuperai pas de tout. Moi, président de la République, je ferai en sorte que